Ronald Tranbavi, je suis français, j'ai 40 ans et je travaille pour le Fonds mondial depuis 2004. Alors, je suis gestionnaire de portefeuille, donc en fait on est une quarantaine de gestionnaires de portefeuille, on a un certain nombre de pays qui sont à notre charge, et donc notre rôle principal c'est ce qu'on appelle de signer les accords de financement. Donc on signe les accords de financement soit avec les gouvernements, soit avec les ONG pour les projets qu'on avait financés. Ensuite on suit la mise en œuvre des financements, donc on s'assure qu'effectivement les financements sont bien utilisés et qu'il y a un impact sur les populations, qu'on couvre les populations cibles et qu'on a un impact sur les maladies. Et on s'occupe aussi des renouvellements, puisqu'un des grands principes du Fonds mondial, c'est ce qu'on appelle le financement basé sur les résultats. Ce qui est un peu inspiré du secteur privé, qui est très différent des organisations internationales, c'est que notre principe, c'est que on finance, mais on attend un certain nombre de résultats. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer un accord de subvention pour 30 millions de dollars pour la Jamaïque, sauf que l'argent va rester dans un compte en banque à Genève, et tous les 6 mois, le programme va nous rapporter son état d'avancement. Donc typiquement, les premiers 6 mois, ils vont acheter les terrains pour construire les hôpitaux, les cliniques. Au bout de 6 mois, on voit si effectivement ils ont acheté les terrains. Si oui, on relâche la deuxième tranche de financement. Ensuite, ils vont commencer à recruter les médecins, les docteurs, etc. Au bout de 6 mois ou 1 an, si effectivement ils ont mis en place toutes les structures, on va relâcher la troisième tranche de financement, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit qu'effectivement les patients sont mis sous traitement, qu'il y a un impact, etc. On est aussi en charge des renouvellements des subventions, parce qu'un des principes aussi de base, c'est le financement basé sur la performance, où effectivement, si on se rend compte qu'un problème qui est financé n'atteint pas ses résultats, on va sortir les fonds et les mettre ailleurs. C'est le principe qu'on a un montant limité de fonds et qu'on va en priorité financer les programmes qui effectivement mettent les gens sous traitement, ont un impact sur la maladie, mais si c'est un problème qui effectivement n'est pas efficace, on va retirer notre argent et le mettre sur un autre programme. On travaille aussi énormément avec les partenaires, avec tous les autres partenaires, toutes les autres agences de l'ONU, avec le gouvernement américain, etc., puisqu'on sait aussi qu'on n'est pas les seuls à financer, donc il y a un gros travail d'harmonisation. Donc en résumé, on signe les accords de subvention, on négocie les accords de subvention, de financement avec les organisations, on suit la mise en œuvre, on décide des renouvellements et on coordonne avec les partenaires. Alors académique, j'ai fait Sciences Po Paris, donc sciences politiques, et après j'ai fait une business school aux États-Unis. Donc j'ai le mix à la fois sciences politiques et business economy. J'ai commencé ma carrière dans le secteur privé puisque j'étais consultant pendant 7 ans. Et j'ai principalement travaillé pendant 7 ans, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle Corporate America, donc conseil en stratégie, boîte internet, Wall Street, etc. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et bon, je pense que c'est une question que vous avez un peu après, mais il me manquait un petit peu un sens dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire qu'autant je marchais très bien dans le secteur privé, je gagnais très bien ma vie, etc. À la fin du compte, je me rendais compte que, au final, c'était pour augmenter les profits d'une boîte, augmenter le revenu d'une boîte et le chiffre d'affaires d'une boîte, et qu'au final, il manquait un peu un sens. Donc après 7 ans, j'ai basculé et je suis allé dans le développement. Le côté positif, c'est ce que j'ai dit, c'est le sens. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on se dit qu'on a bossé un peu comme des fous, mais qu'au final, ce sont des vies sauvées. J'en ai des exemples typiques. On prend l'exemple du Sénégal, où lorsque nos programmes sont arrivés, il y avait plus d'un million, 1,2 million de cas de malaria. 2 ans plus tard, il y en avait plus de 200 000. Notre satisfaction, c'est les problématiques sont passionnantes, parce que c'est vraiment à la jonction entre l'économie, la politique, le projet, l'entreprise, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de composantes. Et les gens avec qui on travaille sont assez passionnants. C'est ça qu'ici, au Fonds mondial, il y a des gens du secteur privé, il y a des médecins, il y a des profs, il y a des gens des ONG, il y a des gens de l'ONU, etc. Donc il y a vraiment un gros mélange de gens. Ce que j'avais beaucoup moins dans mon métier d'avant. Quand j'étais consultant, tout le monde avait fait une business school ou avait fait de l'économie. Et finalement, on se ressemblait un peu tous et on faisait tous un peu la même chose. Côté négatif, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, surtout quand on est du secteur privé, c'est que moins nous, me semble devient peut-être un peu, mais beaucoup des grosses structures avec lesquelles on travaille sont assez bureaucratiques. C'est-à-dire qu'on travaille avec un gouvernement, c'est quand même une certaine bureaucratie, une certaine lourdeur. Même quand on travaille avec certaines autres organisations internationales qui sont là depuis plus longtemps, il y a quand même une certaine lourdeur administrative. Donc il y a un petit peu de frustration par rapport à la lourdeur un peu de certains de nos partenaires ou certains des projets, etc. La deuxième frustration, qui est vraiment une frustration, c'est que quand on voit dans notre métier des comportements, je dirais des comportements
préjudiciable ou pas très clean, ou etc., ça fait un peu mal au cœur. Quand on voit ce qui était le cas des détournements de médicaments, quand on voit de la fraude et la corruption qu'il y a dans certains de nos programmes et qu'on est en train d'attaquer, etc., ça brise beaucoup plus le cœur parce qu'au final, c'est comme de l'argent qui doit aller aux populations, c'est comme de l'argent qui doit aller aux orphelins, c'est de l'argent qui doit aller aux malades. Et donc, je pense qu'il faut avoir. On y rentre avec beaucoup de naïveté, idéalisme, et au bout d'un moment, il y a forcément un petit peu de cynisme qui arrive, et je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Et puis c'est comme partout, c'est-à-dire que des cas de mauvaise gestion de fonds ou détournement représentent une minorité de nos projets, mais il faut garder un certain recul par rapport à ça. Dans un programme de développement, il y a toujours des mauvaises herbes. Donc c'est pas aussi, la réalité c'est que c'est pas aussi beau, rose et idéaliste qu'on pense que ça l'est quand on rejoint Jean-Denis. J'étais en Namibie et ce que faisait l'hôpital dans la province, c'était que finalement ils allaient voir les sous-populaires. Parce qu'ils savaient très bien que les gens qui avaient le sida étaient des gens relativement pauvres, qui dans beaucoup des cas n'avaient pas de quoi se nourrir. Ils allaient dans les sous-populaires pour avoir un repas gratuit. Et souvent ce qu'ils faisaient, c'est que pour savoir si quelqu'un qui était pas venu prendre leurs médicaments, savoir si effectivement ces personnes étaient toujours dans la région, ils allaient dans la soupe populaire et puis ils allaient voir ces vieilles femmes qui s'occupaient de la soupe populaire pour savoir si effectivement cette personne était venue prendre son repas. Ce qui est intéressant dans le sida, ou ce qui est dramatique dans le sida, c'est que ça tue tout ce qu'on appelle toute la population active. C'est-à-dire que ça tue les gens entre 18 et 35, 40 ans, etc. Donc ça tue toute la population active. Ça tue ton professeur, ton policier, ton chef d'entreprise, ton étudiant, etc. Et donc on se retrouve dans des pays finalement où il reste les vieux et les enfants. Et donc c'est que ces 5 femmes qui avaient perdu tous leurs enfants, etc., s'occupaient de cette soupe populaire, et il y avait un petit registre qui notait un peu tout le monde et tout. Il y avait 2 choses qui m'ont choqué dans ce registre, parce qu'on regardait le registre, donc on cherchait les noms des gens qui n'étaient pas venus prendre leurs médicaments pour savoir s'ils étaient venus. Et les 2 choses qui m'avaient choqué, la première chose c'est qu'ils avaient tous les noms des personnes, etc., ils avaient leur date de naissance à côté. La dernière colonne, c'était une colonne où ils avaient juste marqué la date à laquelle cette personne était morte, avec un stylo rouge. Il y a eu 2 choses qui m'ont choqué. La première chose, c'est que quand je tournais ces pages, etc., donc je suis un peu plus vieux que vous, mais bon, je viens d'avoir 40 ans, je voyais que tous ces gens qui étaient morts étaient beaucoup plus jeunes que moi. C'était des gens qui avaient 18, 20, 35 ans, etc. Et ça fait un petit coup quand même, parce qu'on se croit tous immortels et tout, et puis quand on retourne ces pages et qu'on voit toutes les dates de naissance, c'est des dates de naissance de... Ils avaient l'âge de mes sœurs, de mes petits frères, etc. Donc là, tu le prends un peu en pleine figure. Mais la deuxième chose qui m'a énormément marqué, c'est qu'à partir du moment où les traitements sont arrivés, on tournait une page, et toutes ces premières pages, tous les gens étaient morts, il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas mortes, et à partir du moment où les traitements sont arrivés, il n'y avait plus que 2 personnes par page qui étaient mortes. Et c'est juste en tournant une page. C'est-à-dire qu'à partir d'une date, les traitements sont arrivés, et au lieu de 90% de gens qui mouraient, il y en a 90% de gens qui survivaient. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact de ce qu'on faisait. C'est probablement un des métiers les plus passionnants qu'on puisse faire, pour ce que j'en ai dit, pour sa finalité, pour les gens qu'on rencontre. Ce que je conseillerais à des gens qui veulent commencer, c'est peut-être d'aller rouler leur bosse d'abord. D'aller rouler leur bosse sur le terrain. Ça, on peut le faire quand on est jeune, on ne peut plus le faire à mon âge, mais aller passer 3-4 ans dans une ONG vraiment sur le terrain et apprendre. Ou bien aller dans le secteur privé et se développer des compétences en finance, en approvisionnement, en gestion de projet, en des choses comme ça. Et se faire un petit bagage pendant un certain nombre d'années, etc. Et après rejoindre ces organisations internationales. Pour moi, c'est principalement la gestion de projet. Moi, je suis un généraliste, donc c'est principalement la gestion de projet, la capacité de comprendre un peu toutes les composantes d'un projet. Et je dirais, les gens qui font ce que je fais, qui est gestionnaire de portefeuille, sont souvent des gens qui ont eu une grande expérience de gestion de projet, que ce soit sur le terrain, dans le secteur privé, etc., d'être capable de gérer la complexité. Dans mon métier, il faut soit des bons gestionnaires de projet, et ça s'acquiert plus avec l'expérience, ça qu'on ne devient pas gestionnaire de projet en sortant d'école. On devient même d'ailleurs plus sur le terrain ou un peu dans le secteur privé, je pense, ou des bons spécialistes. Et dans ce cas-là, on peut y aller directement après l'école, mais il faut vraiment trouver le savoir. Après, il y a d'autres possibilités qui sont ce qu'on appelle les programmes des jeunes experts associés que le Fonds mondial n'a pas, mais que la Banque mondiale a avec l'ONUA. C'est-à-dire qu'il y a un programme de jeunes experts associés où c'est des programmes de 2-3 ans que le PNUD prend, que la Banque mondiale prend, et vous envoie sur le terrain et vous forme sur le terrain aussi. C'est une possibilité.
parle du terrain, c'est-à-dire être proche des programmes. Donc, dans le développement, le cœur du métier du développement, c'est quand même des projets qui sont mis en œuvre dans les pays du Sud. Donc c'est vraiment être proche de ces projets. Nous, à Genève, on les finance, on les suit, mais on est à des milliers de kilomètres. Donc après, l'organisation, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une ONG, ça peut être un bureau local du PNUD ou de la Banque mondiale, ça peut aussi être une université, parce que les universités sur le terrain aussi s'impliquent beaucoup dans les projets, font beaucoup de collecte de données, etc. C'est quelle que soit un petit peu l'organisation, mais proche du projet. Parce qu'après, ce qui est difficile quand on est à Genève, etc., c'est que les programmes sont à des milliers de kilomètres. Donc c'est très difficile de vraiment comprendre ce qui s'y passe là-bas. Soit on a été sur le terrain, etc., donc on a la perspective, sinon on l'a pas. Je dis souvent que moi quand je voyage, mon monde à Genève est en 2 dimensions, et quand je voyage, il devient en 3 dimensions. C'est-à-dire que je commence à voir les subtilités, les nuances, les complexités, etc.